Merci déjà d'avoir accepté de vous prêter au micro de Culture d'Afrique sur Camus 4. Je vous en prie, soyez les bienvenus. D'entrée de jeu, Prince Commando B3, vous venez d'être honoré, le Cameroun aussi, par 2 distinctions aux États-Unis d'Amérique. La plus remarquable est ce trophée qui vous présente comme érudit exceptionnel de la culture et de l'héritage. Pouvez-vous, pour la gouverne de nos téléspectateurs, nous présenter cette distinction? Bon, c'est une distinction qui est tombée du ciel, comme on dit, puisque vous savez que moi je vis chez moi à Bonapari. Et donc je suis allé aux États-Unis et je croyais aussi que ça allait être une distinction américaine. Mais finalement, c'est une distinction mondiale. Bon, j'ai eu l'honneur d'avoir cette distinction donc du savant 2013. Bon, c'est tous ceux qui ont voté pour moi, sans que je le sache même, qui savent pourquoi. Mais je crois que c'est peut-être pour mettre l'accent sur l'importance de la contribution du monde noir à la marche de l'humanité. Parce que le monde noir, c'est quand même le début de l'humanité. Et c'est le monde qui a le plus d'expérience que tous les autres. Parce que c'est nous qui sommes à l'origine de l'humanité. Et nous sommes toujours là. Donc, c'est très important de savoir ce que le monde noir a pu léguer à l'humanité. Le problème avec les Africains, c'est qu'ils vont à l'école, mais ils n'apprennent rien sur eux-mêmes. Ils apprennent ce que les autres ont fait. Mais ils n'apprennent pas ce que eux-mêmes, ils ont légué à l'humanité. Ça fait donc qu'aujourd'hui, nous avons des diplômés illettrés jusqu'au doctorat. C'est-à-dire que des gens que vous avez formés dans telle ou telle discipline, mais qui ne peuvent vous dire que ce que les Français ont fait, les Allemands ont fait, les Chinois ont fait, mais ils sont incapables de vous dire dans leur discipline, en tant qu'Africains, qu'est-ce que leurs ancêtres ont légué à l'humanité dans cette discipline scientifique. Bon, alors comme j'ai consacré quand même ma vie à cela, à essayer de comprendre dans les différentes disciplines qu'est-ce que les Noirs ont inventé et ont donné à l'humanité. Je crois que c'est pour cela que j'ai eu ce prix, mais vous avez d'autres personnes qui ont travaillé avant moi, comme Cheikh Anta Diop, qui est aussi entré dans ce rôle des célébrités honorées en 2013, puisque c'est la première fois que ce rôle de célébrité aussi est mis en place. Donc vous avez d'autres gens qui ont travaillé, des gens comme Chancellor Williams aux États-Unis. Mais moi je continue ce travail et j'essaye de le faire de manière systématique et de dire aux gens, à nos ministres qui nous gouvernent, à nos présidents de la République qui nous gouvernent, que si vous n'êtes pas capable de développer vos pays, si vous mettez à l'écart l'héritage scientifique, technique et technologique de nos aïeux, et que c'est les autres maintenant même qui découvrent ça et qui utilisent. Voilà donc, je crois, ce pourquoi ce prix nous a été, enfin, qui m'a été donné, mais encore une fois, moi je dis que c'est un prix que je dédie à mon pays, le Cameroun, et à l'Afrique entière. Parce qu'en réalité, c'est ça le message. Africains, vous êtes
l'origine de l'humanité. Africains, vous êtes l'origine de la science. Africains, vous êtes l'origine de la religion. Donc arrêtez de vous prostituer à gauche et à droite. Regardez d'abord ce que vous avez, vos parents ont laissé à l'humanité. Utilisez ça et surtout mettez ça à la disposition de l'humanité entière. Ça n'empêche pas que maintenant les autres prouesses, les prouesses des autres, on les utilise aussi. Mais quand tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ta maison, ce qu'on t'a laissé, tu attends seulement qu'on t'apporte quelque chose. Tu es pauvre. Et tu vas demeurer pauvre parce qu'on ne pourra jamais t'apporter de l'extérieur ce qu'il te faut tant que tu ne vois pas ce que toi-même tu as à la maison chez toi. Ok, en tant qu'homme de culture, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui au lendemain de ces reconnaissances, surtout l'accueil triomphal qui vous a été réservé lors de votre retour au Je Téléphone? vous assure que j'ai été tellement surpris. Moi, je savais que j'allais, comme d'habitude, rentrer chez moi solopondi, comme on dit en Douala. Je croyais donc que j'allais rentrer tout simplement chez moi sans aucun bruit. Et moi, j'étais donc surpris de voir que je descends de l'aéroport et il y a toute cette population. Donc, la nuit, je me suis dit, mais pourquoi il y a... Puisque à Washington aussi, c'était un peu comme ça. À Washington, quand les Camerounais ont appris ce qui s'est passé, mais ils se sont aussi mobilisés, ils ont chanté, ils ont dansé. Donc, cette nuit, je me suis posé la question, pourquoi? En réalité, j'ai donc compris qu'il y a un besoin profond dans les Africains. Il y a un besoin profond quelque part, et que finalement, ce prix n'est même plus le mien. C'est leur prix, puisqu'ils le revendiquent. Donc, quand même la population comme ça revendique un prix, c'est un message fort qu'ils envoient aux hommes politiques. C'est un message fort qu'ils envoient à ceux qui nous gouvernent. Que voilà même ce qu'il nous faut. Parce que ça les rend fiers. À Washington, il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux. Bon, au début, je n'ai pas compris pourquoi, mais après, ils me disent, il y a une femme qui dit, c'est que tu ne sais pas ce que tu as fait, tu ne sais pas ce que tu nous as apporté. Donc, je crois que c'est une très grande joie, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que il faut maintenant structurer. Comment est-ce que ce travail-là, parce que bon, le prix c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans les 5, 10, 20 prochaines années? Il faut structurer ce travail de telle manière qu'il soit à la disposition de chaque Africain là où il est. Et c'est les Camerounais aux États-Unis qui m'ont dit, tu sais, ce travail-là, tu ne vas plus faire ça seul. Nous, ici, on va dire à tout le monde que chacun, si même il peut donner seulement 1000 francs par mois, qu'il donne pour que ce ne soit plus seulement sur tes épaules. Parce que vous êtes ici, vous voyez à la bibliothèque Cheikh Anta Diop, vous avez plus de 7000 volumes rarissimes. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et je fais ce travail depuis 28 ans, sans financement externe. C'est-à-dire sans subvention, sans l'aide de l'État. Mais je crois qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est à un carrefour. On est à un carrefour parce qu'en réalité, je suis allé prendre ce prix à Atlanta grâce aux instructions du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, qui a dit que non, il faut débloquer de l'argent pour que j'aille prendre l'avion et que j'aille à Atlanta. Parce que moi, je n'avais pas les moyens. Donc, peut-être que c'est un déclic, que maintenant, il y a un message qui est arrivé jusqu'au haut niveau, que ce genre de travail ne doit pas être sur le dos d'une personne, mais qu'il s'agit quand même de l'avenir de la nation et de l'avenir de tout un continent. Si on peut avoir ces structures telles que je les ai créées ici, vous en avez à Douala, vous en avez à Yaoundé, à Garoua, à Bafoussam, etc. Je vous dis, donnez 20 ans au Cameroun et vous n'allez pas le reconnaître. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'Afrique centrale en général et le Cameroun en particulier, que vous avez eu l'honneur de représenter, auront à attendre après cette reconnaissance? Attendre de qui? De retombées de ces prix. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais je crois que si aux États-Unis,
on a donné ce prix-là à quelqu'un qui est de l'Afrique centrale, mais je crois que ce n'est pas une question de région. Je suis par hasard de l'Afrique centrale et Dieu soit lui merci, puisqu'il m'a envoyé naître ici en Afrique centrale et au Cameroun. Je crois que le message est très fort. C'est comme ce livre-ci, Africa is Calling. J'ai amené ce livre aux États-Unis, à Atlanta. Il est tout nouveau, une personne ne le connaît encore ici. Parce que 21e siècle, l'Afrique appelle. L'Afrique appelle ses enfants. L'Afrique appelle tout le monde que, attention, nous avons un héritage fantastique. Parce que l'héritage de l'humanité, il est ici, qu'on ne vous trompe pas. L'héritage de l'humanité, il est en Afrique. Le premier, c'est-à-dire le plus grand. Donc, en réalité, il s'agit maintenant de le mettre à la disposition des populations. Alors, qu'est-ce que nous attendons? C'est ça. Et quand je demande que ce livre-là, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 21e siècle, nous ne venons pas la tête basse. Nous venons la tête haute parce que la démonstration est là, c'est que c'est nous qui avons légué à l'humanité, c'est-à-dire les instruments pour le monde moderne, les mathématiques. La première démonstration mathématique du monde date de 22 000 ans avant Jésus-Christ. L'os d'Ishango qu'on a retrouvé en République démocratique du Congo. Vous êtes Camerounais, on vous a appris qu'il y a un théorème de Pythagore, de Thalès. Vous avez appris ça à l'école. Mais et j'apporte la démonstration ici, que ce théorème était utilisé par les Africains 1300 ans avant la naissance de Thalès ou de Pythagore. Et je demande donc au ministre de l'Éducation nationale du Cameroun et des pays africains d'enlever ça des livres, théorème de Thalès, théorème de Pythagore, parce que la démonstration, vous voyez, elle est faite dans ce livre. Voilà comment les Africains utilisaient ce théorème 1300 ans avant Jésus-Christ. C'est le fameux papyrus de Rhind qu'on appelle. Donc qu'on donne aux Africains ce qui leur revient et qu'on arrête d'embrouiller les enfants à l'école. Parce que l'enfant va dire, vous qui êtes assis là, journaliste, vous savez que c'est le blanc, le grec. Mais on ne va pas vous dire que ce grec est venu en Afrique apprendre pendant 20 ans. Apprendre tout ceci et maintenant il va en Europe et quand l'Europe maintenant te colonise, l'Europe va te dire que c'est une invention européenne. Est-ce qu'on dit aux enfants chez nous que le frigidaire, que c'est un noir qui a inventé ça? Est-ce qu'on va vous dire ça? Que les feux rouges de signalisation, que c'est un Africain qui a inventé ça? On ne vous apprend pas tout ça. Donc toutes les inventions aussi, je ne dis pas seulement les inventions d'hier, mais même d'aujourd'hui. Beaucoup d'inventions, c'est les Noirs qui inventent. C'est pour ça, 50 ans déjà, quand cessera enfin votre indépendance là. Je veux que ces livres soient dans les familles. Parce que moi, je suis un professeur d'université, de rang magistral et de classe exceptionnelle, donc je ne raconte pas n'importe quoi. Puisqu'il s'agit quand même de ma réputation. Si je raconte n'importe quoi, il y a quelqu'un ou d'autre qui va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Et je crois que ce prix du savant qu'on m'a donné, ce n'est pas... Les gens ne se sont pas amusés pour me donner cette distinction pour 2013. Donc il y a ça ici. Tout ce que les Noirs inventent encore aujourd'hui. Vous voyez, la lampe électrique, inventée en 1981 par un Noir. L'interrupteur, le système d'alarme des trains, n'est-ce pas? Le feu de signalisation, la guitare, la boîte aux lettres, le taille-crayon, n'est-ce pas? Le dispositif de couplage des voitures de train. Est-ce que vous savez que c'est des Noirs qui ont inventé ça? Alors pourquoi on ne dit pas ça dans les écoles ou bien dans nos écoles d'ingénieurs? Pourquoi on n'apprend pas ça? Pourquoi on tait cela? Donc c'est pour ça que je dis, il faut arrêter. Et il faut absolument donner à César ce qui est à César, donner à l'Afrique ce qui est à l'Afrique, pour que la tête haute, nous puissions discuter avec les autres et que nous sachions que nous avons les moyens
pour développer notre pays, au lieu d'aller tendre la main vers chez les autres. Là. Alors, après plus de 40 ans de publication et de recherche scientifique, 75 livres, si j'ai bonne mémoire, à votre actif, le Prince Commando Bay est une bibliothèque qui n'est souvent pas très consultée lorsqu'il faut décider sur le devenir culturel du Cameroun. Quel jugement portez-vous aujourd'hui sur le renouveau culturel au Cameroun? Vous êtes gentil en disant qu'elle n'est pas souvent consultée. Elle n'est pas consultée du tout. Puisque quand vous allez, vous cherchez les livres ici, vous allez où? Le Camerounais va où? Il va au centre culturel français, ou il va au centre culturel britannique, ou au centre culturel allemand. Bon, ou alors un peu ces universités-là qui ont des bibliothèques où il n'y a presque rien. Vous n'allez pas trouver mes livres. Vous n'allez pas trouver mes livres. Mais quand je suis allé à New York, donc pendant ce voyage, je vais à la bibliothèque Schomburg de l'Université de New York, je trouve 15 de mes titres. J'ai dit, ouais, ça me fait honte. Chez moi-même, il n'y a pas. Bon, ceux-ci au moins, ils ont 15. Et quand j'ai parlé avec le directeur, il m'a dit, pardon, donne-moi le catalogue. D'ici juillet, on va commander les autres que nous n'avons pas. Donc, moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Et je n'ai pas seulement écrit en allemand, je veux dire en français, puisque nous sommes dans un pays francophone. J'ai écrit plusieurs livres en français, mais j'ai aussi écrit 13 livres en langue allemande. Des pièces de théâtre, des essais politiques, etc. Vous voyez ce livre-ci, Africa is Calling, il est en anglais. J'ai écrit aussi dans ma langue, dans la langue douala. Ça veut dire quoi? Pour moi, j'ai fait ma part. Les décideurs, maintenant, peut-être qu'ils savaient, ils allaient dire qu'ils ne savaient pas. Maintenant que le prix mondial maintenant est venu même des États-Unis, est-ce qu'ils vont encore dire qu'ils ne savaient pas? Qu'ils mettent les livres au programme. Moi, je ne sais pas très bien comment on fait. Je suis là pour écrire, pour donner, etc. Mais je pense que s'il y a une petite volonté politique, ces livres seront programmés. Il ne faut pas attendre que les livres soient au programme. Parce que les gens disent toujours, il faut que le gouvernement fasse, il faut que l'État fasse. Toi-même, tu fais quoi? Toi-même, le Camerounais, moi, mais je vis dans mon village à Bonabéry. D'accord, j'ai écrit ces 75 livres-là. Mais toi-même, tu as eu combien déjà entre tes mains? Tu vas dire que non, le livre là, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'argent pour acheter les chaussures. Tu as l'argent pour faire le yanga. Tu as l'argent pour amener ta fille en boîte. C'est tant pis pour toi. Moi, j'ai fait ma part. Et les autres dans le monde, quand même, s'arrachent ce que j'ai fait. Donc, je pense que si chaque Camerounais disait quand même que, bon, ce monsieur-là qui est quand même un Camerounais, qui a écrit 75 livres, je veux seulement avoir un seul chez moi. Je crois que c'est faisable. Et en faisant cela, je pense que lui-même, pour lui-même, ce n'est pas pour moi, il va voir comment sa vie va se transformer. Parce que le tout est ici, hein, dans le mental. Si votre mental est en bonne santé, vous allez faire de bon. Et moi, je crois que c'est la petite contribution que j'essaie de donner, que l'Africain, mais pas seulement l'Africain, mais même l'Européen, hein, parce que les Européens me lisent beaucoup. Et quand je leur demande, mais pourquoi vous me lisez beaucoup? Moi, je dis des choses qui ne sont même pas agréables pour vous. Ils disent, non, attention. Vous nous dites des choses que personne ne nous a jamais dit depuis qu'on va à l'école. Donc, nous aussi, on a été opprimés au niveau du savoir. Nous aussi, on veut savoir. Et c'est pour ça qu'ils utilisent mes livres et qu'ils les lisent. Vous pouvez vous imaginer que mes livres sont au programme dans les universités en Allemagne ou bien dans les écoles en Autriche et qu'au Cameroun, il n'y a même pas encore un seul au programme. Aux États-Unis, vous avez présenté votre nouvel ouvrage intitulé L'Afrique appelle. Les Africains américains s'engagent pour l'Afrique. De quoi s'agit-il concrètement dans cette œuvre? Ah oui, c'est ce livre-ci là. Vous voyez, Africa is Calling, avec ce monument de la Renaissance africaine à Dakar. Le sous-titre c'est African Americans Stand Up for Africa. C'est-à-dire que l'appel de l'Afrique a été entendu. Et depuis longtemps, par les Africains de la diaspora. Et ce sont eux-mêmes qui, bien avant les indépendances, se sont mobilisés.
Et dans les années 1900, 1910, qui disait déjà, ils ont besoin d'une Afrique libre et unie. Vous avez des gens comme Marcus Garvey. Marcus Garvey était le premier président des États-Unis de l'Afrique. Parce que les Américains là-bas, à l'époque, nous, quand on pensait même pas encore à l'indépendance, disaient qu'il faut libérer l'Afrique et réunifier l'Afrique. Et symboliquement, Marcus Garvey a été le premier président. Donc quand je suis allé aux États-Unis en 1975, j'ai rencontré donc je suis allé voir la communauté noire. En 1975, j'étais encore très jeune. Vous imaginez, je venais de terminer mon doctorat à l'université de Lyon 2 en France. Et comme on m'avait coopté comme membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à cause de mes travaux sur Hitler, il y avait donc un grand congrès, le congrès mondial des sciences historiques. Je suis donc allé là-bas à San Francisco. Et c'est là où, en marge du congrès, moi j'ai voulu voir les Noirs. Je dis, ben, je ne les vois pas trop là, dans cet hôtel 5 étoiles, où ils sont. Et je les ai rencontrés. Alors, vous avez des interviews ici de gens comme Angela Davis, des interviews de gens comme des gens du Black Panther, du Black Power, des gens comme Chancellor Williams. Je les ai interrogés, je leur ai dit, décrivez-moi l'Amérique pour les Africains. Je veux entendre ce que c'est que l'Amérique, mais je vais amener ça chez moi pour que je dise, voilà ce que les Noirs disent de l'Amérique. Et en même temps, je leur ai demandé, l'Afrique c'est quoi pour vous? Et la réponse a été unanime. Il dit, nous sommes des Africains. We are Africans, born in America. C'est que nous sommes des Africains nés en Amérique. Et que nous revendiquons notre africanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Noirs américains, il ne faut pas les appeler Noirs américains. Ils sont des African Americans. C'est des Africains américains. Et aujourd'hui, en 2013, n'est-ce pas, vous avez maintenant ce problème qu'ils revendiquent la nationalité. Puisqu'il y a maintenant les tests d'ADN, ils savent qu'ils sont venus du Cameroun. Et quand ils savent qu'ils sont venus du Cameroun, ils disent, bon, on veut le passeport. Et dernièrement, le 20 mai dernier, moi, je quittais, enfin, je suis parti de New York le 15 mai. L'ambassadeur camerounais à Washington avait un problème. Parce que plein d'Africains américains lui ont écrit qu'eux, ils viennent à la fête du 20 mai. Parce qu'ils sont camerounais. Et qu'ils prennent ces dispositions. Donc, vous voyez, les Africains doivent comprendre, qui sont sur le continent, que ce 21e siècle-là, la reconnexion avec la diaspora est très importante. Et n'oubliez pas un pays comme le Brésil. Même Lula, le président Lula maintenant, lui aussi, il a dit qu'il va faire le test ADN. Parce qu'il veut aussi savoir d'où il vient. Le Brésil, c'est le pays qui a le plus d'Africains au monde après le Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus peuplé, mais après le Nigeria, c'est le Brésil. Donc, ne vous amusez pas à dormir. Il y a maintenant ce problème de la reconnexion parce que tous ces gens-là veulent savoir d'où ils viennent. Et le jour où ils ont le résultat du test, que je viens de tel pays, le soulagement. Ils vous disent le soulagement psychique. Vous disent parce que depuis qu'on est né, on demande d'où on vient. Nos parents n'étaient pas capables de nous dire. Nos parents eux-mêmes ne savaient pas d'où ils venaient. Donc quand le jour où quelqu'un reçoit son test, le résultat de son test d'ADN, c'est comme s'il était affranchi. Il dit c'est tout un poids qui tombe. Donc les Africains d'aujourd'hui doivent prendre tout ça très au sérieux. Les gouvernements africains doivent prendre ça très au sérieux. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Et je crois que la responsabilité aussi de nous autres qui sommes des responsables de la tradition, qui gérons les hommes et les âmes, nous avons une responsabilité extraordinaire. Ce sont nos enfants qui sont partis. Soit que nous avons vendu, soit qu'ils nous ont été arrachés. Et aujourd'hui, ils reviennent, ils frappent à la porte. Il faut qu'on ouvre cette porte. Mais il faut d'abord qu'on essaye
de laver, qu'on essaie de purifier ce qui a été passé, ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, on voit comment on peut construire à nouveau. Et je crois que les rois africains et les présidents, les États, nous devons travailler main dans la main. Parce que ce 21e siècle doit résoudre ce problème-là. Voilà donc un peu le sens de ce livre, Africa is Calling. Mais Africa n'est pas seulement... Africa is not only calling for African Americans. Tous nos enfants qui sont nés en Europe, là. La semaine passée, j'étais à Paris, puisque je suis rentré de Paris. Je suis rentré de Paris le samedi. Le vendredi soir, j'avais une conversation avec un jeune Camerounais qui est né en France, qui a grandi en France et qui me disait, moi j'ai un problème parce que je n'ai pas de repères. Je n'ai pas de repères, mais j'ai envie de rentrer en Afrique. Mais je ne sais pas, je n'ai rien appris. Donc ça veut dire que ça aussi c'est la responsabilité des pays africains, de mettre aussi à la disposition de notre population qui est en Europe, qui est née en Europe, les éléments pour qu'ils puissent faire la jonction et la reconnexion. Prenez l'exemple des Chinois. Les Chinois, vous allez à New York, vous allez à Washington, vous avez toujours un Chinatown. Même à Paris, maintenant, vous avez votre ville chinoise. Et quand vous entrez dans ce Chinatown, ce n'est pas seulement les magasins qui sont chinois, même les banques sont chinoises. Et vous les Africains, vos Miondo, vos Bebobolo, ce sont encore les Chinois qui les vendent à Paris. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Parce que vous êtes perdus. Vous êtes perdus, vous n'avez pas de repères. Donc, je crois que le travail fondamental qu'il faut faire, c'est redonner la possibilité à nos populations d'avoir des repères pas fantaisistes. Et que les gouvernements encadrent, mettent des budgets importants pour cet encadrement-là. C'est ça qui va nous permettre de sauter et d'être concurrentiels au niveau mondial, au lieu de tout le temps aller tendre la main. Merci, Prince Commandant III, d'avoir accepté cet entretien sur Cameroun 4. C'est moi qui vous remercie et j'espère que cela va servir tous ceux qui nous entendent et qui peuvent très bien aller sur le site internet Afrique Avenir, www.afriqueavenir.org, mais Afrique avec CA, afriqueavenir.org, ou alors sur notre, pour les livres, sur le site internet www.exchange-dialogue, exchange, c'est échange en anglais, exchange-dialogue.com. Ils trouveront beaucoup d'informations pour eux-mêmes qu'ils pourront utiliser. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ok, c'est avant qu'on fasse l'échange, juste deux dernières préoccupations. Vous voyez votre jeunesse aujourd'hui au Cameroun. Comment vous pouvez la décrire, la jeunesse du Cameroun aujourd'hui? On dit bien sûr que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, mais la jeunesse au Cameroun est perdue. Je le dis puisque j'ai des enfants. J'ai 9 enfants, dont je suis père. La jeunesse camerounaise n'a pas de repères. Les repères, c'est les FEMA. Les repères, c'est des gens qui détournent l'argent. Il faut donner à nos enfants les repères qui leur permettent de sauter. Quand vous me parlez de la jeunesse, quand l'enfant qui va de l'école primaire jusqu'au doctorat, il ne sait pas ce que ses ancêtres ont légué de positif. Comment voulez-vous qu'il y ait de l'espoir? Mais ce qu'il y a, c'est que l'Africain a quelque chose de fantastique en lui. C'est cette envie de vivre. Cette force interne farouche de réussir. Et donc, la jeunesse a tout cela, et la jeunesse camerounaise et africaine a tout cela, mais il faut lui donner maintenant les éléments qu'il lui faut pour qu'elle puisse bondir, et elle va bondir.
Ete Janio. Jemulanio, Tano Kano Fipo, Otano Tia, Lolo, Janala Nado. Yenamala Puma to Belongo. Yambe, Akina Yambu. Nolade Bela, you can Yumboso. Atio Janilo. Jemulanio, Tano Kano Fipo, Otano Tia, Janala Nado. Je tout sais.